Avatar 2 est un film important, c'est un film qui va marquer cette année et qui pourrait, je l'espère, battre le record de box-office mondial déjà détenu par James Cameron. C'est un film qui propose des évolutions technologiques étonnantes et surtout c'est un message écologique sincère, servi par de grandes et belles émotions de cinéma. Ceci est une critique avec spoiler, sachant que ma vidéo sans spoiler vous attend déjà si vous n'avez pas encore vu le film. Une histoire de conquête de territoire, voilà un aspect d'Avatar et c'est le cœur de Small World, un jeu de société simple d'accès mais riche en rebondissements, sans oublier Small World of Warcraft, une variation du jeu de société autour de l'univers du célèbre MMORPG. Dans Small World, vous choisirez et vous dirigerez des peuples qui partent à la conquête de territoire. Chaque peuple sera associé de manière aléatoire en début de partie à une capacité spéciale, ce qui participera à une forte rejouabilité. Ce qui m'a particulièrement plu personnellement, c'est la possibilité d'autant s'amuser à 2 qu'à 5 joueurs avec des règles adaptées, une excitation palpable et l'idée d'autant travailler à bâtir votre empire qu'à empêcher vos adversaires d'étendre les leurs. Peu de place est laissée au hasard dans la résolution des conflits et c'est surtout votre sens stratégique, aussi bien dans les conquêtes que les pouvoirs utilisés, qui fera toute la différence. Il faut dire que Small World est un jeu réputé, parfait pour un moment entre amis, en famille, avec les enfants par exemple, sachant que les extensions apportent des options, des nouveautés qui renouvellent la découverte et les tactiques. Avec Small World of Warcraft, l'ajout d'un mécanisme d'opposition entre Horde et Alliance, le voyage entre des îles, ainsi que des lieux ou objets de légende, viennent encore enrichir l'expérience. Matériel de qualité, nombre de tours définis d'avance pour éviter une partie interminable, le tout servi par des illustrations magnifiques et l'envie de vite rejouer une partie pour se remettre d'un éventuel mauvais tour qui vous aurait coûté la victoire à 1 point. Small World et Small World of Warcraft sont des jeux de Philip Kearns chez Days of Wonder et distribués par Asmodee. Vous trouverez un lien en description de la vidéo pour vos cadeaux et infuser du jeu dans vos soirées, week-ends ou vacances, parce que jouer, c'est tout simplement fabuleux. Un petit rappel en préambule de cette critique, je vous invite déjà à voir ma vidéo sans spoiler pour avoir mon ressenti global sur le film, ressenti et réflexions qui ont été confirmés par mon second visionnage ce mercredi matin, sachant que le premier était en Dolby Cinema et le second en IMAX laser. Je reviendrai un peu plus loin sur ces aspects visuels avec la fréquence variable et la 3D bien sûr. Pour en revenir sur le fond et le propos du film, Avatar 2 est-il un film naïf ou manichéen? Voilà des questions qui vont traverser parfois les chapitres de cette vidéo. Toutefois, j'ai envie de directement souligner que ce qu'on désignerait comme de la naïveté n'en est pas. Il s'agit plutôt d'une histoire qui laisse tomber le cynisme et la déconstruction systématique. Une histoire qui traite de sujets majeurs de manière plutôt simple, mais pas simpliste. Cette approche permet justement à l'émotion de prendre pour celles et ceux qui seront emportés par le parcours de ces personnages, et je pense que vous serez nombreux. La bande originale à laquelle j'ai mieux prêté attention au deuxième visionnage participe brillamment à ces élans, et on peut saluer encore le travail de Simon Franglen qui succède à James Horner, tout en s'appuyant fortement sur ce qu'ils avaient établi ensemble pour le premier volet. Je reviendrai sur le manichéisme qui me semble justement un peu moins présent que dans le premier volet, manichéisme qui n'est pas de toute façon une preuve de faiblesse ou de pauvreté scénaristique. À l'ouverture du film, les billes de bois égrenées par Neytiri, comme on le ferait d'un chapelet, semblent correspondre à la scène de fin, si je ne me trompe, ce qui placerait la quasi-totalité du film comme un récit en mode flashback, idée que vient a priori confirmer le choix d'une voix de narration par Jake qui revient de temps à autre. Je reviendrai sur le scénario et les thématiques abordées, mais comme promis, un mot sur la réalisation et le visuel. Pour commencer, visuellement, tout est légèrement supérieur en Dolby Cinema par rapport au format IMAX laser, à l'exception d'un léger avantage de l'effet de profondeur 3D qui est en faveur de l'IMAX laser. En Dolby Cinema, les couleurs sont un peu plus intenses, le contraste plus fort et le son est également un peu meilleur, sachant qu'il est déjà excellent en salle IMAX de mon expérience du moins. J'ai cru voir certains s'exciter sur le sujet, mais le HFR pour High Frame Rate, le taux de fréquence des images, fonctionne très bien dans le film. James Cameron a décidé de modifier la fréquence des images selon les séquences et de mon point de vue, les transitions sont souples et cela apporte parfois un sentiment de réalisme encore accru qui participe à une immersion pleine et entière dans ce monde totalement imaginaire pourtant. En résumé, de mon côté, je recommande totalement de voir ce film en HFR ou taux de fréquence variable, peu importe le nom qu'on lui donne,
Jackson pour ce cas particulier, et je le fais sachant que j'avais pourtant détesté l'effet du HFR sur le Hobbit de Peter Jackson, qui avait eu sur moi un effet totalement opposé, à savoir me sortir de la fameuse suspension d'incrédulité face à un univers différent du nôtre. Enfin, sachez que le film est pensé en 3D et dans les deux cas de figure de visionnage, on était à milieu d'un gadget. Cela participe au contraire et pleinement à la qualité visuelle du film, donc profitez de l'exceptionnel 3D d'Avatar 2. La réalisation est extrêmement solide avec une caméra au service des émotions et de l'action qui va donner une impression de profondeur et d'ampleur tout en sachant parfois capter les nuances et les détails en gros plan, nuances permises et renforcées par le gros bond technologique effectué depuis le premier volet qui était déjà exceptionnel. Le film joue souvent sur 3 niveaux, sous l'eau, à la surface et dans les airs, et la chorégraphie des déplacements et de la caméra fonctionne à merveille pour tirer parti de cette richesse de mouvements et de textures. L'aspect quasiment documentaire du film fonctionne à merveille et les années de design et de perfectionnement du moindre détail se ressentent tellement qu'il vient définir une sorte de nouvel Everest visuel pour les productions qui oseraient imaginer s'y comparer. Autre grosse réussite, toute la technologie humaine, j'en parlais dans ma vidéo sans spoiler, et j'ajouterai ici les rapports d'échelle qui fonctionnent extrêmement bien, notamment lors de la scène de l'arrivée des renforts humains et de leur installation. Des vaisseaux et des véhicules immenses mais qui semblent petits par rapport aux vaisseaux mères ou à la base, ces véhicules de travaux titanesques, toute la puissance destructrice qu'on ressent, tout cela passe par l'excellence visuelle de ces scènes. Enfin, sur la réalisation, on peut relever de nombreuses références et surtout des autocitations que James Cameron assume pleinement de toute évidence. L'arrivée des vaisseaux humains se fait dans un déferlement de flammes tout droit sorti du Jugement Dernier de Terminator, notamment l'intro de T2. L'attaque du prédateur marin sur Loak reprend l'essentiel de celle du Thanator sur Jake dans le premier volet, avec même le détail de l'arme saisie dans la gueule et arrachée des mains. On a une petite ambiance aussi fonderie de Terminator 2 lors d'une partie du combat final entre le colonel Quaritch et Jake avec ses chaînes qui pendent du plafond du navire. Évidemment, avec ce fameux navire, on retrouve diverses références à Titanic mais aussi à Abyss avec les longues apnées et les scènes un peu claustrophobiques. On peut évidemment penser aussi à Aliens avec les Marines, mais bon, on avait déjà l'habitude avec le premier volet. Ces références à son propre travail traduisent sans doute un ego surdimensionné de Cameron, mais ça ne m'a pas dérangé, sachant que James en plaisante en interview en disant qu'il recycle ses bonnes idées, car il n'en a pas tant que ça. Et ce n'est pas tout, puisqu'on a d'autres références dans le film, par exemple la forteresse volante de la Générale, l'engin Iron Sky, m'a clairement renvoyé vers certains appareils comparables qu'on trouve chez Miyazaki notamment. On peut aussi penser rapidement à Pinocchio avec la scène à l'intérieur du Tulkun, et au passage, quand même j'ai envie de dire mon amour pour Payakan qui m'a donné de grands moments d'excitation et d'émotion dans ce film. Pour moi, on peut clairement affirmer que c'est un des personnages principaux à part entière, sans parler de ce fameux plan incroyable de Loak qui nage en touchant sa nageoire. Justement, grosse influence de la culture maori sur le film, bien entendu, au travers des coutumes du clan Metkayina. On a plusieurs acteurs ayant des origines maoris, notamment Cliff Curtis dans le rôle de Tonowari, le chef de clan, mais aussi Jermaine Clement dans le rôle du biologiste marin. Autre référence inversée, celle-ci, si j'ose dire, celle western et à l'idéologie surtout de la nouvelle frontière si chère à la mythologie américaine. C'est la Générale qui l'utilise bien sûr ici, et on prend la mesure du retournement absolu de point de vue qui fait des humains aux allures très américaines, quand même, il faut le souligner, des aliens impérialistes venus s'approprier une planète. Retournement par rapport au western classique bien sûr, mais aussi à cette habitude des méchants aliens venus attaquer la Terre. Je reviendrai bientôt sur ce point en évoquant les thématiques du film et notamment l'opposition entre exploitation et harmonie avec la nature et le cycle naturel. Dernière petite référence pour la route qui parlera à moins de monde et c'est dommage, une référence involontaire cette fois, mais le principe de l'essence extraite du centre d'empathie des Tulkun m'a furieusement rappelé le flux qu'on trouve dans le jeu de rôle français Esteren, dans lequel on voit la faction des magiantistes exploiter la nature pour obtenir cette substance ouvrant bien des possibilités. Avant de parler thématiques abordées en profondeur, parlons un peu scénario. J'ai déjà dit que j'avais été totalement emporté par le film, que l'émotion fonctionnait très bien sur moi, mais il y a plus à dire et quelques réticences ou déceptions à exprimer quand même. S'agit-il du même film que le premier? Pas vraiment non, puisqu'on a plutôt ici l'idée d'abandonner la résistance armée pour limiter la casse en quelque sorte, et la question du pacifisme et de son éventuelle inefficacité qui est clairement posée avec les Tulkun
justement. On peut peut-être y voir une métaphore de ce qu'il conviendrait de faire face à la destruction systématique que subissent actuellement les différentes poches de nature de notre Terre. Peut-on se contenter d'une opposition morale ou faut-il entrer dans une résistance active? Et si oui, comment? Le fait de retrouver le colonel Quaritch vient-il renforcer la redite du premier film? En surface, oui, mais sur le fond, ça me semble nettement plus nuancé. Quaritch, dans son avatar Na'vi, fait preuve de plus d'humanité qu'auparavant malgré la cruauté dont il est clairement capable. On reviendra un peu sur la thématique de la filiation, mais on a, je pense, un développement intéressant à venir au travers de ce personnage. Dans la continuité, Jake Sully peut-il encore être désigné comme le personnage principal du film? Ce n'est pas si évident car la multiplication des voix au travers de la famille pourrait tout autant désigner Loak ou encore Kiri, qui auront de toute évidence un rôle majeur à jouer pour les suites, tout spécialement Kiri. Ceci étant dit, parmi les déceptions, on peut noter le rôle un peu plus en retrait de Neytiri, mais attention, ici aussi j'ai envie de nuancer. Pour moi, Neytiri reste nettement plus intéressante que Jake, et pas seulement parce que Zoé Saldana a quelque chose de plus que Sam Worthington, par exemple. Je ne pense pas du tout que le fait de la présenter comme un personnage fier ou capable d'entrer dans une sorte de furie guerrière froide pour sauver ses enfants, quitte à venir menacer Spider, en fasse la caricature de la tristement célèbre femme hystérique qu'on a eu trop l'habitude de voir par le passé. Je pense au contraire que ça apporte des nuances et des aspérités surtout au personnage, contrairement à un Jake plutôt lisse, si ce n'est sa fâcheuse habitude à transformer ses fils en membre d'une escouade militaire, mais justement, Neytiri lui en fait le reproche. Après avoir évacué ça pour Neytiri, il n'en reste pas moins qu'elle passe un peu au second plan, mais pour être juste, c'est aussi le cas de Jake au final, comme je le soulevais en m'interrogeant quant au véritable personnage principal du film. Il ne fait guère de doute pour moi qu'au fond, ce personnage principal, c'est Pandora, voire Eywa, cette personnification assez vague d'une force vitale reliant la planète, sa faune et sa flore. Du côté du traitement des personnages féminins, on a l'introduction de Kiri qui est fascinante à plus d'un titre. D'abord parce qu'elle ressent les choses différemment, qu'elle n'est pas dans le conflit mais plutôt dans la contemplation, et ensuite par cette prouesse qui va permettre à Sigourney Weaver, à plus de 70 ans, d'incarner pleinement cette adolescente. Certains pourront peut-être tiquer sur le côté enfant sauveur avec un lien spécial à l'univers, mais bon, moi j'aime ce trope, comme on dit, au point de l'utiliser dans mes propres scénarios de jeux de rôle, alors je n'ai pas trop le droit de m'en plaindre. À côté de cela, on a le traitement très décevant de Ronal, la Tsaïk des Metkayina, incarnée par Kate Winslet, et qui n'a eu au final aucune scène vraiment marquante, au-delà de l'arrivée des Sully chez elle, puis de la mort de la Tulkun. Mais bon, je pense que si Kate Winslet a été capable de passer 7 minutes en apnée sur le tournage, c'est qu'on la retrouvera avec une place non négligeable dans Avatar 4, du moins je l'espère, puisque les deux films ont été tournés en même temps. Parmi les éléments qui m'ont vaguement agacé, on a les imprudences à répétition de Loak et les feulements à répétition aussi de Spider. Toutefois, d'un point de vue scénaristique, le point le plus bizarre reste l'absence totale des autres Na'vi à partir du moment où le navire de pêche va se mettre doucement à sombrer. Alors c'est vrai, on a certes l'explication de la menace d'exécution sur les enfants, mais bon, très étrange de ne plus jamais voir Tonowari, Ronal et les autres faire quoi que ce soit durant cette fin de bataille. J'en viens maintenant aux thématiques du film et à ses éventuelles contradictions, à commencer par l'écologie. James Cameron se préoccupe de l'environnement depuis des décennies, c'est notamment un passionné des océans, et je ne doute pas un seul instant de la réalité de son engagement à ce sujet. On pourra donc s'interroger au sujet d'un événement d'avant-première autour de ce film au Japon, qui s'est clôturé par un spectacle de dauphins en captivité bien sûr, ce qui n'a strictement aucun sens par rapport au message du film. Et pourtant, le réalisateur et les acteurs principaux étaient appréciateurs apparemment du spectacle, et on se demande comment ils peuvent être autant à côté de la plaque tout en présentant un film au message aussi fort. Quoi qu'il en soit, le film, lui, est notamment un plaidoyer pour le respect et la cohabitation harmonieuse avec les autres espèces, avec un accent mis sur les cétacés. On pourrait même définir le film comme antispéciste, avec tout le développement sur l'intelligence et la culture des Tulkun. Sur un sujet connexe, on peut s'interroger sur le traitement de la science par le film, et notamment de la médecine, avec la scène des soins à Kiri, et à l'efficacité apparemment supérieure des techniques traditionnelles face aux méthodes scientifiques.
Alors dans le cadre de l'univers fictif, ça ne m'a pas du tout gêné, mais bon, dans l'état d'esprit actuel de post-vérité, où une opinion vaudrait autant qu'une étude, avec cette remise en question des avis scientifiques éclairés et de consensus sur la base d'élucubrations en tout genre, ça m'a fait quand même lever un sourcil. Le film va traiter d'immortalité en opposant l'approche spirituelle des Na'vi et la possibilité de retrouver leurs disparus au travers du réseau neuronal de la planète, à une approche purement matérielle des humains qui ont trouvé le secret de la jeunesse dans l'exploitation des Tulkun. La question centrale ici est celle de l'empathie, avec une empathie au cœur du mode de vie des Na'vi et qui est totalement écartée par les humains qui placent leur bien-être personnel comme la justification ultime absolue à toutes les exploitations et exterminations possibles. Encore une fois, ce qui apparaît pour certains comme de la naïveté me semble plutôt correspondre à un idéal absolu qui nous échappe de plus en plus en tant qu'espèce et que civilisation. Notre incapacité à vivre en harmonie avec la Terre est à la fois une cause et une conséquence d'un modèle dont nous avons perdu le contrôle depuis bien longtemps, à supposer que nous l'ayons jamais eu, sachant que les rares personnes qui pourraient faire la différence semblent n'en avoir strictement rien à foutre, on va pas se mentir. Dans la continuité du point sur l'immortalité et la transcendance même, on a celle du clonage des Marines, notamment de Quaritch, puisque le transfert de mémoire existe bel et bien dans ce futur d'Avatar. Certains ont plaisanté en comparant Avatar à Fast and Furious pour l'importance qui prend la famille, mais en effet, cette cellule commune à tous les humains, même si c'est par son absence, constitue une approche universelle pour susciter l'émotion. L'affiliation naturelle ou d'adoption semble relativement fluide, sauf dans les rapports de Spider à Neytiri et Quaritch. C'est dans ces deux relations que le sujet deviendra le plus intéressant dans les suites à venir, je crois, surtout pour l'impact que cela aura sur la vision que Neytiri a des humains, ou que Quaritch a des Na'vi. Et justement, la notion d'hybridation pourrait être une voie de sortie de la violence absolue qui semble s'annoncer pour Avatar 4. Filiation mystère évidemment avec Kiri et cette idée qu'on devine d'une fille d'Eywa au travers de l'avatar à encéphalogramme plat de Grace. Alors j'imagine bien que la capacité de Kiri à commander, pour résumer la nature, sera un enjeu majeur, avec sans doute la tentative d'en faire une arme. Voilà qui nous ramène à la question de la non-violence. Clairement, dans certains cas, pour ce deuxième volet, le film semble avoir choisi son camp, et il est vrai que parfois, il n'y a guère d'autre choix que de se défendre, et de se défendre en usant de violence. J'ai hâte de savoir si la saga parviendra à proposer quelque chose de fort et de cohérent de ce côté, car je vois mal Kiri s'épanouir en grande prêtresse des éruptions volcaniques et des tsunamis, mais plutôt dans un rôle de médiation du spirituel et de l'empathie, pour tenter notamment de faire prendre conscience aux humains de cette spiritualité, de cette connexion au vivant qui pour l'instant chez eux est en déshérence. D'ici là, bien sûr, nous aurons des batailles avec des chevaucheurs de Tulkun et autres découvertes de nouvelles populations de Pandora, que ce soit en montagne ou sous la terre, allez savoir, mais l'important c'est que le voyage soit beau et nous amène quelque part. Pour le coup, sur cet opus, il est resplendissant ce voyage, nous verrons plus tard pour ce qui est de sa destination. N'oubliez pas le jeu Small World ou Small World of Warcraft pour vous amuser, aussi sans écran, ça fait du bien pour se retrouver humainement. Je vous rappelle un petit pouce en l'air et vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir, et je vous donne rendez-vous samedi pour le replay sur cette chaîne YouTube de ma longue discussion avec le joueur du grenier sur la première et magnifique saison de House of the Dragon. Prenez soin de vous et des autres, et puis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!